Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Rencontre avec les êtres de la nature d'Anne Givaudan. Narration Anne Givaudan. À tous ceux et celles qui savent, comme le petit prince, que l'essentiel est invisible pour les yeux. À Antoine, mon compagnon de route qui par son amour-humour allège mon travail de retranscription et d'écriture. À tous, famille et amis, d'ici et d'ailleurs, visibles et invisibles, sans qui ce livre ne pourrait exister. À ma petite sœur qui a toujours aimé les êtres de la nature. Introduction. La chose la plus belle dont nous puissions faire l'expérience est le mystère. Il est source de tout art, de toute science. Celui qui ne connaît plus d'émotion, ne s'arrête plus pour s'étonner et vit emmitoufler dans ses peurs, n'est bon que pour la mort. Einstein. Il y a bien longtemps, si longtemps que notre mémoire en a perdu la trace, les nombreux peuples de l'éther avaient des contacts avec les humains. Des pactes se signaient parfois avec le sang, et le long des landes brumeuses des pays du Nord, il n'était pas rare de voir lors de sanglants combats des êtres aux formes étranges combattre auprès de féroces guerriers. Il n'y eut pas que des guerres, et d'autres liens se nouèrent. Certains parmi ce peuple de l'éther avaient pour mission d'aider et de conseiller l'un ou l'autre des humains, avec lequel ils s'étaient liés pour diverses raisons. Aujourd'hui, notre mental qui vit sur un mode accéléré a créé un écran entre ce qui fut autrefois et ce que nous vivons. Il ne nous permet plus qu'à de rares occasions d'entrapercevoir une réalité que bien souvent nous refusons de regarder. Il faut reconnaître que ce qui n'est pas tangible nous effraie. Nous ne savons pas comment contrôler ce qui est hors norme. Il suffit de voir comment nous éloignons de nos sociétés toute personne pouvant mettre en danger l'équilibre fragile et matérialiste sur lequel repose notre époque, et surtout notre civilisation occidentale. Nous n'avons jamais consommé autant de médicaments pour nous calmer ou nous endormir qu'à ce jour. Nous avons simplement peur de sortir des normes. Les dictates de notre presse et de nos médias font que nous croyons que pour être heureux, nous devons dormir un certain nombre d'heures, manger d'une certaine façon, acheter une quantité incroyable d'objets parfaitement inutiles. Avec tout ça, nous avons perdu le contact avec nos propres rythmes, notre cœur, notre sensibilité. Nous nous sommes coupés ainsi de l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons oublié qu'il y a parmi nous des êtres dits invisibles, qui œuvrent à chaque battement de leur cœur pour la planète et qui en organisent les différents éléments. Il en est qui président à la pousse des plantes et de tout le règne végétal, d'autres qui sont en unité avec le royaume du minéral, d'autres encore appartiennent au monde de l'eau, tandis que certains d'entre eux aident le peuple animal et même les êtres humains. Les invisibles peuplent notre monde. Ils sont aussi nombreux que nous le sommes, et tout aussi divers. Et si, jusqu'à présent, ils n'avaient cure d'être vus ou compris des humains, ils souhaitent aujourd'hui, en cette période de grande mutation, entrer en contact avec le peuple de la surface de la Terre. Ils souhaitent être connus non par besoin de reconnaissance, mais pour que nous puissions collaborer en bonne intelligence avec eux et permettre à la planète et à ses habitants d'effectuer son passage dans les meilleures conditions. Il y a des multitudes de races dans les mondes non visibles dont chacune possède des spécificités adaptées à son savoir-faire. À notre époque, bientôt révolue elle aussi, nous ignorons pour la plupart d'entre nous que les petits êtres étaient connus de nos ancêtres. Qui sait encore que Paracels avait un serviteur zélé qui habitait le pommeau de son épée, dont il va sans dire, il ne se séparait jamais. Le révérend Robert Kirk, qui vécut de 1641 à 1692 et fut pasteur en Écosse, écrivit « La République mystérieuse des elfes, des faunes, des fées et autres semblables ». Ismaël Mérindol, né en 1400 et qui a donné son nom à un village du sud de la France,
a voulu même faire partie de cette race non humaine. Il raconte qu'après avoir été échangé à sa naissance, il fut élevé dans une famille humaine, mais garda des contacts fréquents et précis avec les races des invisibles. Il écrivit notamment, en 1446, un livre contenant de fabuleux secrets ainsi que des épisodes de sa vie. Il y avait tant à écrire qu'il ne put finir son ouvrage, dit-on, avant sa présumée disparition. Un exemplaire unique est encore conservé à la bibliothèque de Prague. Ce traité de féerie a été réédité par Édouard Brazé, édition Le Pré-au-Clair. Socrate avait son génie personnel qui le conseillait dans sa vie quotidienne. Il est d'ailleurs une anecdote qui rapporte qu'un jour, ce génie lui conseilla de se détourner d'une route qu'il allait prendre avec d'autres amis. Il fut le seul à écouter les conseils de son petit guide, et grand bien lui en prit sur la route à ne pas prendre. Ses amis croisèrent un troupeau de cochons et arrivèrent à destination couverts de boue. Ces personnages, réputés pour leur connaissance, leur sérieux, auraient-ils perdu tout bon sens en dévoilant publiquement leur rencontre avec le peuple des invisibles, si celui-ci n'existait pas? Le temps passa. Puis il y eut l'Inquisition. Je n'évoque pas ici cette période désastreuse de chasse aux sorcières qui dura tout notre Moyen-Âge. Non, l'Inquisition a débuté bien avant cela. Prenons l'exemple de l'empereur Charlemagne. Grand conquérant, il agrandissait son royaume et dans le même temps avait le soutien de l'Église dont il se devait d'augmenter le nombre de fidèles en convertissant ses ennemis à la foi catholique. Fort de cet appui, partout où il passait à grand renfort de têtes coupées, il contribuait à des conversions rapides et de masse. Le pape l'exhortait à remplir sa mission d'évangélisation s'il voulait asseoir son royaume et le transmettre à ses enfants. Il croyait sans doute, et il y trouvait son intérêt. C'est ainsi que lorsqu'il rencontra le peuple des Saxons, il ne chercha guère à comprendre leur culture. Il assista simplement à d'étranges cérémonies qu'il traduisit à sa façon. Ces païens pris devant un grand et bel arbre, coupez cet arbre, convertissez-les, commanda-t-il à ses chefs de guerre. Puis vint l'époque de la chasse aux sorcières où chaque femme, et parfois homme, qui conversait avec des êtres non humains ou qui détenait le secret des plantes, était irrémédiablement condamné et brûlé, après bien des tortures pour avouer son commerce avec le diable. Les religieux voyaient le diable partout où eux-mêmes n'étaient pas. L'Église, en rendant ses fidèles craintifs et soumis, leur refusait ainsi toute possibilité de rentrer en contact avec des êtres d'autres dimensions. Il en coûtait trop cher de s'éloigner du dogme établi, et peu à peu, le voile de l'ignorance recouvrit notre civilisation dite moderne. L'ère de la technologie a mis un point d'orgue sur cette désensibilisation, en séparant ce qui se voit de ce qui ne se voit pas, et en tenant compte essentiellement du visible, du tangible, que seuls nos 5 sens sont capables de capter. L'ère industrielle a déclaré la mort de tout ce qui n'était pas compréhensible par notre intellect. Ce dernier devint la mesure de toute chose. Il obtint tout pouvoir, et notamment celui de décider de ce qui était vrai, de ce qui ne l'était pas. C'était oublier que notre mental a, lui aussi, ses propres limites. Cependant, et au-delà de toutes ces considérations, il y eut toujours des êtres dont l'indépendance et la sensibilité permettaient d'aller à contre-courant des modèles établis, et ce, même parmi les gens d'Église. Aujourd'hui, qu'en est-il? Findorn. Aujourd'hui, il existe en Europe toute une communauté bien connue par ses contacts avec les êtres de la nature, la communauté de Findorn. Findorn, en Écosse, est un exemple probant de ce qu'une belle collaboration avec ces entités peut apporter en beauté, en confort au quotidien de chacun. Dans cet endroit désertique du nord-est de l'Écosse, s'installa une petite communauté de quelques personnes désireuses de vivre plus proche de la nature. Hélène Cady,
Dorothée Maclean, Peter Caddy. Un jour, l'une de ces personnes commença à recevoir des contacts de la part des êtres de la nature et c'est ainsi que sur une terre inculte se mirent à pousser des légumes d'une grandeur, d'une saveur et d'une qualité inégalées. La communauté s'agrandit, les contacts s'intensifièrent et cette étroite collaboration entre le plan humain et le plan des êtres invisibles devint spectaculaire. Les résultats furent visibles et tangibles aux yeux de tous. Voici un extrait des Jardins de Findorn. Le livre « Les Jardins de Findorn » témoigne d'une aventure exceptionnelle connue dans le monde entier. Les Jardins de Findorn confirment que le meilleur engrais est l'amour. 3 personnes sont à l'origine de cette expérience sur une terre désolée du nord-est de l'Écosse, Peter et Helen Caddy et Dorothée Maclean. Quand elles s'installent sur le lieu, au début des années 60, elles n'ont presque rien pour vivre et la terre de l'endroit est ingrate, sable et gravier. Mais Peter Caddy, qui a voyagé en Inde et au Tibet, a la sensation que Dieu lui ordonne de créer un beau jardin sur ce terrain. Les premières plantations sont sans succès jusqu'à un certain jour. Ce jour-là, Dorothy, qui est un peu médium, entre en communication avec le Deva du poids au cours d'une méditation. Précisons que le terme Deva fait référence à des êtres invisibles qui dirigent les énergies nécessaires à la croissance des végétaux. Le Deva du poids explique à Dorothy comment prendre soin des pois pour qu'ils poussent correctement. Peter Caddy met les conseils en application et rapidement la récolte de petits pois s'avère magnifique. Le processus se renouvelle pour les autres espèces. Et 2 ans plus tard, le jardin ne compte pas moins de 63 espèces différentes de légumes, 21 espèces de fruits, 42 espèces de plantes aromatiques et médicinales. Les récoltes sont abondantes, les paysans des environs n'en reviennent pas, eux qui se battent pour obtenir quelques légumes chétifs. Des conseillers en agronomie se rendent sur place et constatent que la terre ne contient pas d'engrais chimiques. Par contre, ils ne relèvent aucune carence. Tous les éléments nécessaires sont présents, y compris les plus rares. Ils affirment que le compost et le fumier utilisés ne suffisent pas à expliquer les résultats incroyables sur ce sol pauvre et sablonneux. On parle d'un facteur X, c'est-à-dire inconnu. Mais pour Peter Caddy, ce facteur X n'est autre que le soin et l'amour que les jardiniers portent à leurs plantes. De nos jours, une communauté réside à Findorn. On y trouve également une université de lumière qui a développé de multiples activités de formation et de recherche. La communauté a été reconnue ONG, associée par l'ONU en 1997. Elle a mené des activités de reforestation, acquis son autonomie énergétique, construit en éco-habitat. Un autre témoignage vient de Brian Nobbs, proche de la communauté de Findorn. Pan et les jardins de Findorn par Brian Nobbs. Dans le jardin botanique, nous sommes allés à l'ermitage de Brede. Nous nous y sommes rendus par le chemin qui longe la colline où se trouve l'observatoire. C'est un bel endroit extraordinaire pour se trouver si près de l'agitation d'Édimbourg et il est très fréquenté par les promeneurs de chiens et les joggeurs. Ce jour-là, il n'y avait guère de gens autour. Lorsque nous sommes entrés, une extraordinaire sensation a commencé à apparaître au sommet de ma tête. C'était comme si le haut de ma tête était ouvert et qu'un faisceau de lumière s'immisçait par cette ouverture, me produisant un sentiment vraiment extatique de bien-être et de bonheur. Il y avait quelque chose qui ressemblait au son très clair d'une flûte, mais portant dans ses harmoniques tous les sons musicaux inimaginables. Je marchais comme si j'étais un peu ivre, et tandis que nous marchions, je pris conscience que de nombreux petits êtres nous accompagnaient. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il s'agissait d'elfes, mais d'un ordre élevé. Ils semblaient androgynes, très beaux. Ils portaient des vêtements très semblables à ceux décrits dans les contes de fées, aux couleurs de roux, d'or et de vert. Ils portaient des chapeaux pointus, des chaussures avec des bouts retournés, et ils avaient environ 1 mètre de haut. Encore une fois,
je sentis une défiance due à l'étrangeté de ces expériences. Entre-temps, je percevais des elfes qui riaient de ma déconvenue évidente. Rock, un ami, ne dit rien. Mais maintenant, il avait un sourire et me regardait interrogateur. Alors je lui ai raconté ce que j'avais vu, et il m'a confirmé qu'il s'agissait de hauts elfes, associés à des arbres et des forêts, mais ayant d'autres fonctions plus ésotériques dans la nature, en tant qu'esprit gardien et protecteur des lieux sacrés. Ma théorie est que ces êtres utilisent nos concepts pour se présenter à nous, car leur essence est sans doute incompréhensible. Et en dehors de notre expérience, si ce n'est que dans notre création de mondes imaginaires, nous pouvons très bien tenir compte des réalités cachées et les rendre plus compréhensibles. Je suis convaincue que les esprits de la nature ne sont pas en fait comme de petits êtres humains, mais qui sont constamment en mouvement et n'ont pas de forme fixe. Donc, nous avons marché, et nous sommes finalement arrivés à la fin de la marche. Comme nous étions près de la maison devenue désormais un musée et un centre d'information, les elfes ont pris congé, mais l'un d'eux est resté avec nous. Ogilvy, l'elfe, a expliqué qu'il allait revenir avec moi à Findorn, où il aurait à établir des liens avec des centres d'énergie en Grande-Bretagne et dans le monde, et serait utile pour les jardiniers. Comme nous attendions le bus pour nous ramener à l'auberge, Ogilvy, l'elfe, avait disparu. Le lendemain matin, alors que j'attendais le bus pour Inverness, je me suis soudain rendu compte que l'elfe était debout près de moi. Il est monté dans le bus, s'est assis sur le siège à côté de moi. Vous pouvez imaginer l'impression de devenir fou, la consternation et l'amusement qui m'habitèrent alors. Je craignais que quelqu'un veuille s'asseoir sur le siège à côté de moi. Il était à l'intérieur et je me demandais si j'aurais le courage de dire « Excusez-moi, mais le siège est occupé ». En fin de compte, personne ne choisit d'être là. Peut-être que l'elfe avait-il une certaine façon de les influencer inconsciemment. J'ai été accueillie à Inverness par des amis qui m'ont amenée avec l'elfe jusqu'à Findorn. Il semblait prendre plaisir à la voiture. Évidemment, tout cela était pour lui inutile. Il peut être n'importe où, là où il le souhaite, juste en y pensant. Je crois qu'il le faisait par humour et pour tester nos limites, mais aussi par un réel intérêt de mieux nous connaître. Quel est donc de nos jours cet obstacle qui fait que nous ne sommes pas davantage au courant de ces rencontres et que les contacts avec les êtres de la nature ne fassent pas partie de notre quotidien? Que nous soyons des jardiniers occasionnels ou professionnels, que nous cultivions notre potager, nos arbres fruitiers, ou que nous soyons simplement des amoureux des fleurs qui nous entourent, pourquoi donc ne cherchons-nous pas cette collaboration avec ces êtres, dont l'une des fonctions est de faire croître harmonieusement la nature au plus grand profit de l'humain? Il existe à l'heure actuelle de nombreux mouvements créés par des écologistes pour arrêter d'empoisonner la terre, l'eau et le ciel. On retrouve de vieilles races de fruitiers, des semences anciennes, des techniques de nos grands-pères genre purin d'ortie. On se remémore le savoir cuisiner avec les fleurs, et même avec des huiles essentielles. Et pourtant bien peu parmi toutes ces personnes pensent à collaborer avec les autres peuples. Le peuple animal, le peuple des Devas et les êtres de la nature. Il reste donc un pas à franchir. Et ce pas semble immense tant que l'on continue à cloisonner comme dans l'ère industrielle l'esprit et la matière. Y a-t-il une ou plusieurs raisons qui font que l'on préfère employer des pesticides cancérigènes, des engrais toxiques pour toutes les créatures et pour la terre, plutôt que de collaborer avec les gnomes des jardins, avec les elfes de l'air, les lutins, avec les fées, les ondines de l'eau et les salamandres du feu? Pourquoi ne cherchons-nous pas davantage, à l'instar de l'exemple donné par les habitants de Findorn, à entrer en contact avec le grand Pan et ses serviteurs zélés pour savoir ce que nous devons faire et comment le faire au mieux? Pourquoi, lorsque l'on est un défenseur de la nature, en oublions-nous ses habitants?
Il est difficile de voir, d'entendre et de ne pouvoir nier les résultats d'une telle collaboration sans se demander pourquoi nous n'y accordons pas plus d'attention. L'argent gagné par les multinationales est l'un des obstacles, mais il n'est pas le seul. Le manque de confiance en nos propres capacités, la peur de passer pour un illuminé, la paresse de nous remettre en question, qui nous fait croire que pesticides et insecticides nous protègent de qui, de quoi, sont les facteurs notoires de notre immobilisme. Nous avons jusqu'à présent passé beaucoup de temps à nous protéger, à nous préserver, ce sans grand résultat et pire, avec un résultat contraire à nos espérances. Plus de maladies, moins de récoltes, une nature polluée et abîmée qui s'épuise. Quels sont les enjeux politiques et financiers qui aujourd'hui encore nous font fermer les yeux sur des réalités qui nous permettraient de collaborer avec ces précieuses présences qui nous entourent et qui ne demandent qu'à nous aider? Alors, sommes-nous prêts à ouvrir grandement la porte, à y laisser rentrer ce qui était invisible à nos yeux, mais qui commence à se montrer? L'éther. Avant de continuer plus avant, j'aimerais vous parler de cette substance qui devient de plus en plus tangible dans le monde qui vient et avec laquelle nous entrons constamment et souvent inconsciemment en contact. Il s'agit de l'éther, non pas celui que l'on trouve en pharmacie, vous vous en doutez, mais de cet élément dont nous avons peu tenu compte jusqu'à présent et qu'il nous faut sans nul doute considérer comme étant le 5e élément. Nous connaissons les 4 grands éléments constituants de notre monde, le feu, l'air, la terre, l'eau. Il en est un 5e, l'éther, qui, plus subtil que l'air, permet à l'énergie primaire de circuler à travers les mondes et de les vivifier. L'éther est partout. Nous baignons dans l'éther, et l'un de nos corps subtils en est composé. C'est celui que l'on nomme dans les milieux renseignés le corps éthérique. Lorsque nous décrivons l'aura éthérique dans nos cours, nous en parlons comme d'une couche bleutée de quelques centimètres qui suit parfaitement les contours de notre corps physique et nous donne des renseignements sur notre vitalité de base. Le corps éthérique nous met en contact avec les mondes supérieurs et permet à l'énergie de circuler en nous. Son siège est dans la rate, que les Esséniens appelaient petit soleil, et qui absorbe une grande quantité de prana, qui est la nourriture de tous nos corps subtils. C'est cette rate qui, sur un plan subtil, est créée tout au début de la fabrication du fœtus et qui est le premier organe à se dévitaliser avant la mort du corps physique. Je parle ici des organes subtils et non physiques. Il n'y a donc pas lieu de vous inquiéter si vous n'avez plus de rate physique. La rate est parfois considérée dans certaines traditions comme un second chakra tant elle a d'importance. Et lors des soins esséniens, il n'est pas rare d'avoir à la revitaliser pour que le patient puisse retrouver toute son énergie. Le corps éthérique, quant à lui, transforme l'énergie solaire en énergie directement assimilable par la rate. On peut le nommer aussi corps vital. Il permet au physique de se maintenir en vie et de garder sa forme. Lorsque nous parlons de corps éthérique en ce qui concerne la composition subtile de nos corps, il s'agit bien entendu d'un terme général qui sous-entend 4 types d'éther qui le composent. En réalité, il y a 20 couches que nous pourrions subdiviser dans l'éther, dont 4 d'entre elles nous concernent plus précisément. Les 4 types d'éther correspondent aux 4 règnes: terre, eau, feu, air. Ils permettent, lorsqu'ils sont harmonieusement développés, de rentrer en contact profond avec tout ce qui a été créé sur Terre et se transforment en force puissante et agissante. Tous les règnes ne possèdent pas les 4 éthers. Le règne minéral, par exemple, ne possède que l'éther chimique, tandis que le règne végétal a développé l'éther chimique et l'éther vital. J'aimerais à présent développer un peu plus ces 4 éthers car ils ont une importance majeure dans notre vie quotidienne et dans les contacts que nous pouvons avoir avec les peuples des mondes éthériques. L'éther chimique.
C'est celui qui est en rapport avec toutes les fonctions d'assimilation et de digestion. Il transforme en énergie les substances que nous ingérons. Lorsque l'éther chimique n'est pas à son plein potentiel, il est facile d'en déduire que nos fonctions d'assimilation, de digestion et de transformation ne seront pas non plus au mieux de leur capacité. C'est dans cet éther que vit essentiellement tout le petit peuple de la Terre, ce que l'on nomme les gnomes, les nains ou autres korrigans. Ce qu'ils font pour nous, ils le font bien évidemment pour la Terre. Et c'est grâce à leur travail que les plantes, les arbres, assimilent l'énergie de la terre-mère. Ils sont en communion avec les racines de toutes les formes de plantes et veillent à ce qu'elles puisent harmonieusement les énergies terrestres pour les assimiler et les transformer en énergie de vie. Ils veillent aussi à ce que les trésors qui sont dans la terre, comme certains métaux et pierres précieuses ou semi-précieuses, dispensent leur énergie à travers les grands axes de circulation subtile de la terre, appelés nadis. Ils gardent aussi avec beaucoup de vigilance les lieux porteurs de trésors, qu'ils soient sur un plan physique, or, métaux précieux, ou sur un plan spirituel, lieux sacrés, archives du monde ou des mondes engloutis s'ils sont enfouis sous terre. L'éther vital est cette partie de l'éther qui sert à donner la vie. C'est un agent de reproduction, de construction dans ce qui deviendra le sang. C'est dans cet éther que puisent les femmes lorsqu'elles sont dans des périodes fécondes. Elles évacuent ensuite par les menstruations le trop-plein de cet éther constructeur, absorbé mensuellement, lorsqu'elles n'utilisent pas cet élément pour construire le véhicule corporel d'un futur enfant. Il donne tout naturellement, après l'assimilation effectuée par l'éther chimique, une énergie vitale importante. C'est pour cela qu'on le nomme aussi éther constructeur. Il est lié à l'élément féminin et donc à l'eau. C'est le royaume des petits peuples de l'eau, les naïades, les nymphes, ondins et ondines, pour ne citer que. Leur tâche essentielle est de maintenir les sources et les eaux en état de propreté, de préserver et d'amplifier les propriétés de guérison des eaux sacrées de notre planète. Les eaux thermales en font partie, mais aussi les grands fleuves sacrés de la Terre qui sont maintenus tels par des êtres de grande lumière qui prient et méditent constamment sous eux et en eux. L'éther lumineux, il permet une conscience individuelle et l'éveil de nos 5 sens. Sans lui, nous serions dans un brouillard opaque avec des difficultés à entrer en contact avec l'extérieur. Imaginez-vous quelques instants sans ces capteurs du monde extérieur que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. L'éther lumineux est en lien avec l'élément feu. Il est le lieu de vie des êtres du feu dont les salamandres font essentiellement partie, mais aussi des êtres de l'air, les elfes, les anges, les sylphes, les sylphides et même les génies familiers. Cet éther se sent plus qu'il ne se voit, sous forme de vent léger et chaud. L'éther réflecteur. Il est en rapport avec notre capacité de mémorisation, notre habileté à structurer nos pensées. Il est capable de refléter ce que nous pensons, mais aussi ce que nous avons gardé en mémoire, ce que nous croyons fortement. Il est tel un miroir, mais un miroir bien souvent formé de glace déformante. C'est dans cet éther que puisent la plupart de nos médiums, qui n'ont donc accès qu'à une partie de la réalité des mondes, de celui ou celle qui les consulte. Il est important de tenir compte de cette déformation qui entraîne souvent des erreurs d'interprétation. Il est différent de la mémoire akashique qui ne comporte aucun risque de distorsion ou d'erreur. Voilà donc placée la base qui devrait permettre de mieux comprendre les contacts que nous pouvons avoir avec tous les êtres de la nature, puisque nous sommes nous-mêmes composés en partie de la matière subtile dans laquelle ces entités vivent et œuvrent. Arrivé à ce stade de l'écriture de ce livre, je souhaite préciser que je ne vais pas faire ici une encyclopédie de ces univers magiques et de ces êtres. D'une part parce qu'il en existe d'excellentes, d'autre part parce que je préfère décrire ce que les entités accepteront de me délivrer au fil des contacts que j'aurai avec certains d'entre eux.
Cela permettra de garder ainsi la fluidité et la fraîcheur de leur message. Voilà quelques mois que je sens la présence de ces invisibles et que j'entends leur demande d'être leur porte-parole selon mes possibilités. Je leur ai promis de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.